Cependant, une objection apparaît ici. Dans certains ouvrages de Descartes, ce n'est pas du tout la règle du dénombrement qui semble première. En 1641, Descartes publie les Méditations métaphysiques. Il y reprend les thèses du discours de la méthode et entreprend de les exposer de façon irréfutable. L'objectif de l'ouvrage est d'établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. Descartes veut fonder les connaissances sur une certitude fondamentale et démontrer l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Après avoir tout révoqué en doute dans la première méditation, Descartes dans la seconde expose la première de toutes les vérités. Je suis, j'existe. C'est une reprise et une correction de la formule très célèbre du discours de la méthode « Je pense donc je suis ». Descartes juge que cette première formulation est encore trop composée. Elle prend la forme d'une déduction, ce qu'elle n'est pas. En passant du « je pense donc je suis » au « je suis », on passe de la déduction à l'intuition immédiate. Je suis, j'existe. Nous ne sommes pas là du tout en présence de la règle du dénombrement. Nous sommes en présence de la règle d'évidence. La première des vérités doit en même temps être évidente, saisie immédiatement comme possédant la force invincible de l'évidence, de ce qui est indubitable, de ce dont on ne peut douter. Dans la même méditation, Descartes distingue le corps et l'esprit. Le corps est une substance étendue et qui ne pense pas, et l'esprit est une substance non étendue et qui pense. Nous ne sommes toujours pas en présence de la règle du dénombrement, mais toujours en présence de la règle d'évidence, car nous concevons clairement et distinctement le corps et l'esprit, voire de la règle de l'analyse qui décrit leur nature ou leur essence. Dans la troisième méditation, Descartes entreprend de démontrer l'existence de Dieu par l'analyse de son idée. Qu'est-ce que l'idée de Dieu ? C'est, a-t-il dit dans la première méditation, un être qui peut tout. Il développe cette définition dans la troisième méditation. Je conçois un Dieu souverain, éternel, infini, immuable, tout connaissant, tout puissant et créateur universel de toutes les choses qui sont hors de lui. Nous pourrions croire ici être en présence d'un dénombrement. Ce n'est pas le cas. En effet, nous parlons d'une idée et non d'une chose. Ce n'est pas la même chose que d'analyser une idée et de dénombrer les propriétés d'une chose. Pour le dire autrement, Dieu n'est pas un objet d'expérience. Donc, les tables de présence, d'absence ou de comparaison n'ont pas grand intérêt dans son cas. Nous ne pouvons pas mettre Dieu dans une éprouvette. En revanche, nous pouvons étudier son idée. La règle du dénombrement n'est pas en usage ici, mais bien la règle de l'analyse ainsi que celle de l'évidence, puisqu'il s'agit de concevoir Dieu clairement et distinctement. La méthode des méditations métaphysiques congédie la règle du dénombrement. Nous pensions que la règle du dénombrement était le secret de la méthode cartésienne. Finalement, cela ne semble pas être le cas. Mais peut-être que nous nous trompons depuis le début en recherchant une méthode avec des règles hiérarchisées de façon immuable. Nous devons peut-être considérer que la méthode cartésienne est une méthode vivante et non une méthode figée. La méthode de Descartes n'est ni un organon, ni un organum, mais un organisme. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que la hiérarchie des règles cartésiennes n'est pas statique. La méthode cartésienne implique une hiérarchie dynamique. Lorsque l'objet d'étude est empirique, qu'il s'agisse des organes du corps humain, des montagnes, des planètes, des aimants, la règle du dénombrement s'impose. Lorsque l'objet d'étude est métaphysique, qu'il s'agisse de Dieu ou de l'âme, la règle de l'évidence devient primordiale. Les autres règles ne sont jamais loin. Le dénombrement implique des distinctions et l'évidence peut produire des énumérations, comme dans la définition de Dieu ou dans celle de l'esprit. Qu'est-ce donc que je suis ? Une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense ? C'est-à-dire une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Nous voyons ici à l'œuvre d'abord la règle de l'évidence, puisqu'il s'agit de distinguer les éléments constitutifs de la pensée, la règle de l'analyse et puis celle du dénombrement. En géométrie, la règle d'analyse est primordiale. En science, la règle du dénombrement est primordiale. En métaphysique, la règle de l'évidence est primordiale. Nous sommes face à un organisme méthodologique adaptatif. La méthode cartésienne est une méthode qui se règle sur son objet.
Descartes n'a nul besoin à chaque fois d'expliciter sa démarche de façon laborieuse. La mise en application suffit. Que dire alors de la règle de la synthèse ou de l'ordre ? Nous pouvons considérer que cette règle est surtout à l'œuvre dans l'exercice d'exposition des résultats de la recherche. La règle de l'ordre n'a pas d'objet d'étude à proprement parler, mais elle a des objets très concrets qui sont les ouvrages de Descartes. Ainsi, les méditations métaphysiques devront-elles obéir à ce que Martial Guéroult a nommé l'ordre des raisons. Les principes de la philosophie s'exposent, puisque Descartes voulait être étudié dans les écoles, à la façon d'un exposé progressif. Et les passions de l'âme apparaissent également comme organisées selon un ordre de composition, partant des passions les plus élémentaires, pour remonter vers les plus complexes. Il faut insister sur la vie de la méthode cartésienne. Considérons le cas bien connu de l'analyse du morceau de cire dans la seconde méditation. Dans ce passage, nous allons voir une analyse qui va parler d'un objet empirique, le morceau de cire, pour aider à concevoir un objet qui n'est pas empirique, l'esprit. Descartes veut montrer que nous pouvons connaître avec évidence que l'esprit humain est une substance qui pense et qui n'est pas matérielle. Certains peuvent dire que l'esprit n'est pas aisé à connaître parce qu'il n'est pas une chose que l'on peut voir. Descartes veut analyser une chose que l'on peut voir pour montrer qu'elle se comprend moins immédiatement encore que l'esprit. À l'arrière-plan du texte, nous voyons une bascule méthodologique presque insensible. Nous commençons par une mise en application de la règle du dénombrement pour glisser vers la règle de l'évidence. Prenons par exemple ce morceau de cire, dit Descartes. Il vient tout fraîchement d'être tiré de la ruche, il n'a pas encore perdu la douceur du miel qu'il contenait, il retient encore quelque chose de l'odeur des fleurs dont il a été recueilli. Sa couleur, sa figure, sa grandeur sont apparentes. Il est dur, il est froid, il est maniable, et si vous frappez dessus, il rendra quelque son. Nous avons au départ un dénombrement de propriétés. Mais Descartes poursuit son expérience en modifiant toutes les propriétés de la cire en l'approchant du feu. Mais voici que pendant que je parle, on l'approche du feu. Ce qui y restait de saveur s'exhale, l'odeur s'évapore, sa couleur se change, sa figure se perd, sa grandeur augmente, il devient liquide, il s'échauffe, à peine le peut-on manier, et quoi que l'on frappe dessus, il ne rendra plus aucun son. Nous sommes passés d'un premier dénombrement à un second. Descartes montre que la seule chose qui définit véritablement le morceau de cire, ce n'est pas l'ensemble de ses propriétés, mais l'étendue, c'est-à-dire sa capacité à remplir un espace. La chose matérielle n'est donc pas connue par les sens, mais par l'esprit. Or, pour Descartes, l'esprit n'est pas connu en ruinant des propriétés pour ensuite dégager une conception claire et distincte. L'esprit est connu immédiatement de façon claire et distincte. Il se connaît mieux que les choses matérielles. Quoi donc, dit Descartes, moi qui semble concevoir avec tant de netteté et de distinction ce morceau de cire, ne me connais-je pas moi-même, non seulement avec bien plus de vérité et de certitude, mais encore avec beaucoup plus de distinction et de netteté ? Nous avons dans ce passage, sans nous en rendre compte, basculé de la règle du dénombrement à celle de l'évidence, de l'énumération des propriétés à la saisie par l'esprit de lui-même, de façon claire et distincte. La méthode de Descartes est un organisme vivant qui s'adapte à son objet et change l'ordre de ses règles selon sa finalité. Mais dans le même temps, une autre dimension de cette méthode apparaît. C'est que la portée des règles est comme double. Qu'est-ce que cela veut dire ? Chaque règle de la méthode cartésienne peut se comprendre en deux sens. Elle peut avoir un sens particulier, restreint, et un sens général. La première règle, la règle de l'évidence, à savoir ne recevoir jamais aucune autre chose pour vrai que je ne la connusse évidemment être telle, peut se comprendre comme une règle visant les définitions, signifiant qu'il faut toujours définir son objet de façon à le rendre saisissable aussi immédiatement que possible par la raison. Elle peut aussi se comprendre comme une règle très générale gouvernant toutes les étapes de la pensée, la définition, le jugement, le raisonnement, signifiant que toute la démarche de la raison doit être soumise aux critères de l'évidence. La seconde règle de l'analyse, à savoir diviser chaque difficulté en autant de parcelles qu'il se peut et qu'il est requis pour mieux la résoudre.
semble désigner la résolution des problèmes particuliers, qu'ils soient mathématiques ou formellement logiques. Mais elle peut aussi être entendue en un sens général, au sens où elle concernerait toute la démarche d'exposition des théories, de l'explication, passant par les définitions, la compréhension des jugements, le détail des arguments. La troisième règle, c'est-à-dire conduire ses pensées par ordre, en commençant par les objets les plus simples et les plus faciles à connaître, pour monter peu à peu jusqu'à la connaissance des plus composés, semble désigner la considération d'un objet singulier complexe, mais aussi la démarche d'exposition ou d'explication qui demande de conduire l'ordre des raisons, de faire la synthèse des arguments dans tout domaine, y compris la métaphysique ou la théologie. La quatrième règle du dénombrement, faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales qu'on soit assuré de ne rien omettre, semble désigner la simple énumération des propriétés ou des espèces et des genres concernant des objets empiriques. Mais elle peut aussi désigner une revue au sens le plus large, faire partout, dit la règle, portant sur tous les objets possibles, y compris les objets de la métaphysique ou de la morale. Cela se voit notamment dans les passions de l'âme, où les dénombrements de passions, de causes et d'effets sont nombreux. Voilà pourquoi dans la logique de Port-Royal, les auteurs ont été saisis de troubles. Distinguant au sujet de la méthode l'analyse et la synthèse, ils ont rangé les 4 règles de Descartes dans la partie traitant de l'analyse. Ceci se comprend si les règles sont prises au sens de leur portée la plus restreinte, au sens où elles portent sur des opérations élémentaires de l'esprit comme la définition ou la démonstration. Cependant, lorsqu'ils ajoutent eux-mêmes que ces règles sont générales, pour toutes sortes de méthodes, ils ont l'intuition de la double portée, particulière et générale, des règles. La réflexion sur la méthode de Descartes nous mène à un dernier point qui est un point de vertige. Si la hiérarchie des règles de Descartes peut évoluer, cela veut dire que la méthode cartésienne est autoréférentielle, autonormative, c'est-à-dire qu'elle peut s'appliquer à elle-même. La règle de l'ordre s'applique à l'ordre des règles de la méthode elle-même. Dans quel ordre, en effet, organiser ces règles selon l'objet que j'examine. La règle du dénombrement s'applique également aux règles, puisqu'elles font l'objet d'une revue dont on se demande si elle est complète. La règle de l'analyse exige qu'elle soit comprise de façon élémentaire comme des étapes ou des opérations singulières. La règle de l'évidence exige enfin qu'elle soit entendue malgré leur ambivalence de façon claire et distincte. En conclusion, la méthode cartésienne est adaptative, polysémique et autonormative. Sa hiérarchie est évolutive, ses règles sont ambivalentes, et l'usage de la méthode est soumis aux règles de cette même méthode. Cette méthode montre à quel point Descartes est à un moment charnière de l'histoire des sciences. Il est le dernier des mécanistes, peut-être le plus grand. Le mécanisme consiste à affirmer que tout l'univers est comme une machine et que tous les phénomènes s'expliquent par des figures et des mouvements. Descartes propose un système cohérent et en accord avec l'intuition. Après lui, la physique avec Newton va se fonder en recourant à la mathématisation et à l'expérience. La nouvelle physique ne va plus se fonder sur le paradigme du mécanisme, mais sur celui du magnétisme avec la théorie de l'attraction universelle. Et surtout, le critère de l'évidence sera mis à l'épreuve. Newton s'étonne qu'il y ait des actions à distance entre les planètes sans milieu intermédiaire, mais considère que si cela heurte l'intuition, cela est conforme à la raison et au calcul. Évidemment, la physique quantique bien plus tard mettra davantage à l'épreuve le critère cartésien de l'évidence. En somme, le système scientifique et la lecture du monde de Descartes sont plus intuitifs, mais moins vrais. Est-il possible de concilier la méthode cartésienne et la science moderne? En d'autres termes, la science doit-elle nécessairement être évidente? Telle est la question qui hante toute la science moderne. Mettre l'amour dans votre cœur, mettre la sagesse dans votre tête, mettre la paix dans votre case. N'a retrouvé.